L'économie actuelle continue d'être impactée par la pandémie à coronavirus. Face à cette crise, les entreprises doivent se renouveler et surtout développer de nouvelles approches pour résister. Comment opèrent-elles? Quelles sont les nouvelles opportunités? Mais surtout, quel management faut-il adapter? Nous en parlons dans cette édition de votre magazine consacrée à l'économie actuelle. Invité grand témoin, Roland Kouemen, expert en management et en leadership. Il sera sur le plateau avec nous pour commenter les reportages inscrits dans cette édition. Mais d'abord le sommaire. Que signe Georges Lionel Messi? Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle ce mois, de la crise sanitaire mondiale aux opportunités de la crise. Alors que la pandémie de coronavirus dicte encore sa loi, elle affecte sévèrement des pans entiers de l'économie camerounaise. Rencontres et témoignages des patrons d'entreprises face à la pandémie dans le document de ce mois. Face à la furie de la pandémie et ses conséquences on ne peut plus désastreuses, les entrepreneurs locaux tiennent la riposte. Entre visières de protection, respirateurs et applications développées ici et là pour soigner ou prévenir la maladie, dans cette édition, nous avons ausculté le portique de désinfection de l'Agence universitaire pour l'innovation. Comme invité grand témoin, Bertrand Didier Bougard reçoit Roland Kouemen, coach, facilitateur, spécialiste du management et du leadership. Il vous donnera des clés pour mieux traverser la crise. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Comme annoncé, nous retrouvons notre invité grand témoin pour cette édition, Roland Kouemen. Bonsoir. Bonsoir Bertrand. Bienvenue sur notre plateau. Nous avons spécialement choisi d'être dans ce cadre, le cabinet Optimum Consulting qui fait dans l'accompagnement pour les ressources humaines, le développement des capacités des entreprises, des questions que vous connaissez, vous qui êtes coach facilitateur en management et leadership. Déjà un plaisir de me retrouver dans un cabinet comme celui-ci et de voir que de plus en plus on a des compétences qui viennent au pays pour accompagner l'émergence. Et je voudrais dire respect, admiration et je pense qu'il y a des possibilités de collaboration. Merci Roland Kouemen pour ces mots aimables, mais nous avons surtout invité pour parler avec vous de la crise à coronavirus et son impact sur l'économie actuelle. Notre magazine s'interroge sur le développement des entreprises en ce moment. Nous allons voir à travers des reportages comment elles s'adaptent, mais surtout quelles opportunités s'offrent à elles pour résister à l'impact de la crise. Roland Kouemen, d'abord, je voudrais vous demander à vous-même, qui êtes manager au quotidien, je ne voudrais pas lister ici les entreprises et cabinets où vous apportez toute votre expertise. Comment vous vivez la crise actuelle? Il faut être honnête, on vit difficilement la crise. Je pense que ça nous a un peu surpris. Quand on pense qu'en début d'année, on a eu à accompagner les entreprises dans la planification stratégique, les kick-offs et les alignements. Je vous assure, de décembre jusqu'à pratiquement février, on n'a pas parlé de la Covid. On n'a pas parlé avec tous mes gros clients. Donc, on a été un peu surpris. Et du coup, nous, au niveau du cabinet, 90% de nos activités sont en présentiel et 10% en virtuel avant la crise. Donc, et ça fait que l'industrie est vraiment frappée et ça fait des pertes allant à plus de 85%. Alors, d'un mot avec vous, on va revenir là-dessus à travers différents aspects. Mais comment vous, au niveau du cabinet Go Ahead Africa, vous êtes adapté?
Il y a des défis, on les connaît un peu, hein, mais quelle méthodologie vous avez mis en place pour continuer au moins à vivre? Étant donné que nous sommes dans l'accompagnement, imaginons, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il fallait qu'on prêche par l'exemple. Ce qu'on a fait, c'est que rapidement, on s'est mis dans un processus de réinvention. On avait la chance qu'en décembre, nous, on avait déjà fait notre plan stratégique 2020, où on avait pensé, c'était prévu, mais pour fin juin, la transition digitale. Donc, on devait aller dans le e-learning, parce qu'on fait dans la formation le coaching. Mais là, avec cette crise, ça a été un effet accélérateur, donc réinventer, télétravail, mais surtout réorganisation et voir en termes de priorité. Donc, je dirais, s'il y a un mot pour résumer ce que nous sommes en train de faire, on a été obligé de se réinventer. Alors, la crise sanitaire appelle un nouveau leadership. Tout à fait. Peut-être pas en un mot, ça peut être, je ne voudrais pas vous faire une colle, mais quel est le leadership qu'il faut appliquer aujourd'hui en raison de la crise à coronavirus qui impacte l'économie et les entreprises? Je dirais un leadership d'impact. Parce qu'il faut être très fort, mais surtout aussi un type de management participatif. Parce qu'on a vite compris que les organisations en pleine crise sont moins des dictatures et sont beaucoup plus des démocraties. Donc il faut appel à toutes les parties prenantes et souvent la solution viendra d'où on s'attend très, très peu. Merci Roland Koumen pour ces premiers éléments d'information. Avec vous, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et nous parlons donc de la crise à coronavirus qui n'a pas seulement un impact sur la santé des humains, mais également des effets néfastes sur l'économie. De nombreux aspects de notre industrie en sont menacés. Et en début juin, nos équipes sont allées voir sur le terrain comment les entreprises font face au regard des mesures strictes qu'impose le coronavirus à l'environnement pour se réorganiser, mais surtout quel est l'impact qu'elles subissent. Les entreprises broient du noir, nous disent Anissé Simo, Brice Fotso dans le reportage que je vous invite à suivre. Sous un ciel grisâtre et partiellement obscur en cette matinée du mois de juin, le marché Mokolo, l'un des plus grands de la capitale Yaoundé, baigne dans une ambiance des jours ordinaires, loin des craintes et inquiétudes qui hantent les autorités sanitaires. Malgré l'explosion de la pandémie, commerçants et acheteurs se marchent littéralement dessus, et ce, sans le moindre état d'âme. Ici, pas de masque pour beaucoup, et la distanciation sociale n'est qu'une vaine prescription. Un véritable cimetière des mesures barrières. Dans la ville comme partout ailleurs dans le pays, depuis l'assouplissement des restrictions fin avril dernier, la vie semble progressivement reprendre son cours normal. Pourtant, au tableau de la progression de la maladie, les chiffres font peur. Environ 8000 cas pour ce début du mois de juin, pour plus de 200 décès. Alors que la pandémie dicte sa loi, des pans entiers de l'économie s'effondrent progressivement sous le regard impuissant des hommes d'affaires et des autorités. Quelques-uns des plus touchés, l'événementiel, l'hôtellerie-restauration, transport et commerce d'une manière générale. Entre pertes inestimables et difficiles relances dans un long flot d'incertitudes, les entreprises s'accrochent face à l'ennemi invisible. Ce matin-là, au siège de la fondation Interprogress, dans ce quartier huppé de la capitale Yaoundé, Pierre Zoumbak et ses équipes tiennent une énième réunion de mise au point relative à leur calendrier d'événements annuels. Un calendrier chamboulé depuis la survenance des premiers cas de Covid-19 au Cameroun. Alors, merci d'être là. On fait rapidement le point de la réunion de samedi à laquelle j'ai participé à Douala avec nos collaborateurs de Douala et pour la première fois les responsables du marché de Noël, puisque dans les bousculades de la pandémie, on a dû, comme vous le savez, bloquer, annuler, reporter la FIAC PM Exchange qui était prévue de s'ouvrir le 4 avril. On a bloqué 2 semaines avant, avec tous les problèmes que ça pose, les pertes sèches que ça occasionne et tout. Et puis,
le mandant gouvernemental dit on pourrait quand même essayer de reporter ça pas trop loin, mais il y a le risque de ne pas pouvoir, donc est-ce qu'on peut essayer que ça se fasse en décembre? Au menu des échanges, la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Rebaptisée FIAC PME Exchange, la première édition sous l'appellation était initialement prévue pour démarrer le 4 avril dernier au complexe Camtel de Bépanda. À 15 jours du début de l'événement, tout a été stoppé face à la furie de la pandémie. Mandataire du gouvernement pour l'organisation de ce rendez-vous des affaires, Pierre Zoumbak et ses équipes travaillent au quotidien à préparer cette édition, un travail échafaudé sur un socle d'incertitude. Et ce qui est nouveau, c'est d'accepter qu'on vit avec des incertitudes. Une incertitude de date, c'est une réalité, on n'a pas la date. Il faut s'habituer à ces incertitudes. Et dans le métier de l'événementiel, quand on n'a pas une date sûre, c'est difficile de motiver les gens à préparer quelque chose. Donc ça, c'est une difficulté très spéciale. On essaye de faire comprendre que c'est pas parce qu'on ne connaît pas la date qui viendra une fois dans une fourchette de temps qu'on ne connaît pas, qu'on ne doit pas se préparer. Parce qu'on est dans un cercle vicieux à partir de là. On a, pour les grandes manifestations, celles qui sont comme Promote et la FIAC, on a une bonne année de préparation. Bon. Si on attend trop près d'une date éventuelle que ça soit possible, on n'a plus le temps de se préparer. Donc c'est raté de toute façon. Une situation à laquelle il faudra désormais s'y faire dans le contexte actuel. Planifier et se réorganiser sans être certain du lendemain. Avec la pandémie, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Il y a des choses qu'on a déjà faites, mais il faut s'adapter à cette nouvelle conjoncture. La question est que si le virus demeurait comme ça, il sort de temps en temps ici et là, tout à coup. Donc ça fait réfléchir. Bon, jusqu'à quand il y aura ça? Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Alors on arrive aux mesures barrières et on réfléchit aussi si ces grandes manifestations pourront trouver des barrières positives qui permettent qu'elles se fassent. Seulement, le report de ce salon du commerce et des affaires n'a pas été sans conséquence pour la Fondation. Avant la décision fatidique de l'annulation de la foire à 2 semaines du lancement, les installations étaient achevées sur le site et les souscriptions des exposants bouclées. Une perte sèche estimée à 300 millions de francs CFA, détaillée ici par l'organisateur désigné de ce rendez-vous. On a monté un site entièrement, on l'a démonté entièrement. Ça fait 50 millions de chaque côté, ça fait 100 millions en chiffre rond. Voilà. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, nos équipements sont à Yaoundé en stock, en nettoyage, en maintenance, pour des raisons qu'on a testées, c'est-à-dire que ce matériel de métal galvanisé, ce matériel de tente Tivec spécialement pour les chapiteaux et les grandes tentes, si on les laisse plier trop longtemps à Douala sans les utiliser, la moisissure attaque. Alors les 200 millions, c'est aussi très simple, c'est quand un exposant signe l'engagement de venir à la manifestation, c'est un engagement d'inscription, ça a valeur de contrat, on le facture au prix convenu. Il a pris un stand de telle dimension, il a pris des publicités dans la plaquette, etc., etc. Bon, ça fait un total de temps. Ça, on facture. Touché de plein fouet par ces pertes et des activités à l'arrêt, la Fondation accuse le coup. Si elle a pu jusqu'ici préserver les emplois des collaborateurs, elle n'a pas contre procédé à une réduction des salaires. Malgré le difficile contexte sanitaire, ici, on envisage déjà pour décembre prochain un retour sur le théâtre des opérations avec Yaoundé en fête
et surtout promote le grand salon en février 2021. Sur la longue liste des victimes du coronavirus se trouve en bonne place le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous à l'hôtel Franco, l'un des plus prestigieux de la capitale Yaoundé. Ce jour du mois de juin, pas l'ombre d'un seul client dans les espaces de vie de ce cadre de 80 chambres. Les seules personnes rencontrées dans les couloirs sont les employés et les ouvriers du chantier d'extension de l'hôtel encore en construction. Dans son bureau, Françoise Pionnier, la promotrice de l'hôtel, a le regard plongé dans la pile de factures à régler. Depuis janvier, toutes les réservations ont été annulées, les chiffres sont au rouge, l'hôtel Franco broie du noir. Vous voyez comment tout est vide. Si aujourd'hui on a réussi à garder le personnel, c'est simplement pour le maintien d'outils de production. Parce que vous avez la climatisation centrale, vous avez l'entretien général qu'il faut faire au jour le jour. Et nous étions obligés de garder tout le personnel. Une centaine d'employés maintenus en activité, des installations entretenues, des charges fixes mensuelles estimées à 43 millions de francs CFA. Couplé à la saison haute dans le secteur pendant laquelle son hôtel fait entre 70 et 80 millions de francs CFA le mois, la promotrice avait également parié sur la tenue du champion d'Afrique des Nations en avril dernier pour faire de bonnes affaires. Un événement lui aussi repenté, des prévisions touchées par la pandémie, une situation inédite. Le mois, par exemple, le mois d'avril, c'était un mois néant, on n'a pas eu un seul client. Et les autres mois, le chiffre d'affaires a tourné entre 2 et 5%. Et avec ces recettes, on ne peut même pas être capable de maintenir l'outil de production. Donc vous pouvez imaginer, on est là par exemple, vous êtes venu là, c'est un hôtel de 80 chambres, on a un client. Complètement sonnée par la situation, la promotrice, comme plusieurs opérateurs, a le regard tourné vers le gouvernement dans l'espoir d'une attention particulière pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme sévèrement affecté. Le chef de l'État, dans l'annonce de 19 mai, il a dit qu'il va encourager le secteur touché par le Covid. Donc on croise les doigts et on est toujours en attente de cet accompagnement. Alors que le nombre de contaminations continue de croître, difficile d'envisager sereinement un retour à la normale. L'horizon demeure brumeux. Je ne peux pas avoir des projets pour la suite tant que les frontières sont fermées. Et vous savez bien que les frontières ne dépendent pas que du Cameroun, puisque tous ces vols-là qui viennent de l'Europe, de l'Asie, ça ne dépend pas du Cameroun. Derrière ses fourneaux dans son restaurant au quartier Bastos, le chef Eric Medjo s'adonne à sa passion. Dites-moi que vous voulez. Dites-moi, et vous? Ce midi-là, à une heure ordinaire de grande affluence, un seul couple de clients est logé dans un coin du restaurant. Depuis la montée de la pandémie dans le pays, le chef et ses équipes contemplent des chaises et tables restées vides. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Et vous voyez, normalement à cette heure-ci, en plein 13h30, nous sommes complètement vides. Alors qu'avant, 13h, midi, 13h, 14h, c'était pratiquement la moitié, on avait la moitié des clients. Donc regardez un peu, vous voyez vous-même. Donc c'est un peu ça.
Donc on ne va pas se plaindre, on ne va pas pleurer tous les jours de midi à 14h. Donc vous voyez un peu, le restaurant est pratiquement, voilà, hein, vous voyez, le restaurant est vide. Donc voilà. Alors depuis le matin, je peux dire que j'ai eu 2 clients depuis ce matin. 2 clients, oui. 2 clients depuis ce matin. Et je ne me plains pas parce que bon, ça ne va rien changer. Donc je fais pratiquement même pas les 1 tiers de ce que je fais d'habitude. Habituellement à 7 heures, le cadre reçoit une trentaine de clients. Un contraste saisissant, un quotidien douloureux que le promoteur relate avec beaucoup de philosophie. C'est très difficile. Il n'y a pas suffisamment de clients. J'ai un staff que je dois payer, donc c'est pas du tout évident. Oui. Là où nous sommes en ce moment, s'il faut dire qu'on avait 100 clients par jour, on peut dire qu'on est réduit à quoi, une dizaine de clients par jour. Donc voilà un peu où on en est. Depuis janvier, c'est depuis qu'on a déclaré qu'il y avait cette pandémie, tout est tombé vraiment au bas. Donc on supporte et puis on fait avec. Contrairement aux autres confrères qui ont tout simplement fermé boutique, Eric Medjo, malgré ses charges fixes estimées à 700 000 francs CFA et sa dizaine d'employés, tient encore debout. Pour ce faire, il a réaménagé l'emploi du temps de ses collaborateurs. J'aurais bien voulu fermer, mais cas de force majeure, j'ai des employés qui ont besoin de vivre, donc je ne peux pas fermer. Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a 2 emplois du temps, ceux qui viennent le matin et ceux qui viennent l'après-midi. Donc mes employés m'ont demandé de faire couper la poire en 2. Donc ceux de lundi, enfin ceux du matin viennent de lundi, ceux du soir viennent de mardi. Donc c'est comme ça qu'on a coupé la poire en 2 et c'est comme ça qu'on s'en sort. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas de clients, on est là, on essaye. Donc voilà un peu. Assez, la vie ici c'est même quoi, non? Moi et Wanda, mon frère, ça c'est même quoi? Face aux multiples incertitudes, le restaurateur a cessé de comptabiliser ses pertes. Résilient, il travaille à s'adapter désormais et préfère croire en un lendemain meilleur. Vu que j'ai commencé, je n'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de continuer comme j'ai commencé. Donc on est parti sur un roller coaster qu'on est obligé de suivre, quoi. Et bon, si on se met à pleurer et puis dire que bon, si on laisse le ciel nous tomber sur la tête, on ne s'en sort pas. Donc on vit avec au jour le jour. On essaie de voir que peut-être ça s'arrangera, peut-être que bon, les choses, on ne sait pas. Des cas parmi tant d'autres qui illustrent à suffire la catastrophe occasionnée par la pandémie. Si elle impacte directement la santé des humains, la pandémie affecte également l'industrie à l'échelle mondiale avec l'arrêt de nombreuses chaînes de production. Entre la fermeture des frontières et la phobie de la clientèle liée à l'idée d'une contamination, de multiples secteurs sont en déclin. Le monde économique scrute désormais l'horizon dans l'attente d'éclaircies qui permettront de tourner cette page noire de l'histoire contemporaine. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Roland Koumen, voilà pour ce premier reportage qui nous montre comment les entreprises font face à la crise à coronavirus. C'est difficile, il faut parfois faire des licenciements, il faut procéder à des coupures de salaire. D'abord, au niveau de l'attitude, comment doit se comporter le manager? Je pense qu'il est important pour le manager d'avoir confiance en soi, de tenir un discours de franchise, mais un discours aussi d'espoir. Il est aussi important pour ce manager de refocaliser l'équipe sur le cœur du métier. N'oublions pas, quand nous étions en zone de confort, on était peut-être un peu dispersés. Donc c'est le moment de refocaliser sur la vision, la mission et les valeurs. Mais enfin, c'est d'avoir
des brainstorming, des sessions de remue-ménage où on demande aux collaborateurs quelles sont les craintes, quelles sont les peurs, mais surtout quelles sont aussi les aspirations. Ça permet que cette conversation, que ce dialogue puisse rassurer l'équipe que malgré les difficultés, on peut s'en sortir. Donc, c'est sur ces piliers que le leader et le manager doivent vraiment travailler. Alors là, il va s'adresser à ses collaborateurs, à ses équipes pour maintenir la production, tenir les délais de livraison dans certains cas. Mais on va également voir qu'au niveau de l'actionnariat, du top management, ça peut commencer à tanguer. Comment on rassure ses partenaires dans un contexte pareil? Je n'ose pas vous demander de manière chiffrée au plan fiscal comment on va faire. Non, mais je pense que la solution, c'est la transparence et l'équité. Parce que les chiffres, il faut montrer les chiffres. Nous sommes en difficulté. N'oublions pas, hier, on était quand même peut-être dans des phases de prospérité. Et quand ça allait, l'actionnariat, tout le monde a trouvé son compte, toutes les parties prenantes. Donc, en période difficile, il est important que cette solidarité puisse se manifester. Donc, c'est là où maintenant le top management doit aussi être exemplaire, les actionnaires être exemplaires. Donc, en termes de sacrifice, tout le monde doit mouiller le maillot. Et c'est ça qui va permettre que la cohésion ne soit pas perdue. Alors, vous êtes manager, juste pour que on ne soit pas théorique, j'allais dire entre guillemets, sur ces réponses. Comment vous vous êtes réorganisé au sein de votre entreprise, notamment au plan social? Est-ce que vous avez procédé à des licenciements, à des congés techniques? Comment vous vous êtes organisé? Il faut déjà avouer que peut-être on a la chance d'être un cabinet très modeste. Nous sommes 12 collaborateurs et 5 consultants. Donc, ce qu'on a fait, c'est que notre trésorerie nous permettait de tenir 3 mois. Et dès le départ, j'ai appelé ça c'est honnête, M. Roland. Le responsable comptable, mon directeur général et l'équipe. On s'est assis, on a dit, bon voilà, on vient d'avoir l'annulation de 80% de nos contrats puisque nous sommes en présentiel, parce qu'il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter les recommandations du gouvernement, parce que voilà, les enjeux sont énormes. Et à partir de là, j'ai dit, on peut tenir 3 mois. Et les collaborateurs, il y a 3 mois de salaire. Mais ensuite, j'ai demandé aussi aux collaborateurs comment est-ce qu'ils voyaient l'avenir du cabinet. Et c'est là où des idées extraordinaires. Pendant les 3 mois de cette crise, c'est-à-dire qu'on était en confinement et où on était dans l'incertitude, je n'ai jamais eu un niveau d'engagement remarquable, comme je l'ai vu de mes collaborateurs. Il est arrivé qu'on travaille souvent de 8 heures à minuit parce qu'il fallait passer au digital, donc enregistrer près de 40 modules de formation. Ça nous a pris 2 mois de production TV. Et je m'adresse aux professionnels que tu es. Donc, je pense que la transparence, l'équité est toujours une solution. Il faut dire la vérité. Après, il faut se réorganiser. Et là encore, donc, il faut faire appel, vous avez déjà parlé de l'engagement, à plus d'engagement des collaborateurs. Tout à fait. Les chefs d'entreprise font face à cette difficulté. Ils savent désormais quelle attitude avoir, mais ils continuent à vous dire, les collaborateurs ne suivent pas, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous dites à nos compatriotes qui sont salariés, qui doivent, dans le contexte de crise actuelle, eux également faire corps avec leur entreprise? Je dis toujours, il est important en tant qu'employé de manager, de travailler comme si cette entreprise vous appartenait. Pour une simple raison, les professionnels sont professionnels 24/24. Si tu triches en tant qu'employé et demain tu deviens employeur, tu vas tricher. Donc, moi, je vais demander aux collaborateurs de vraiment s'impliquer. Parce que si l'entreprise, l'outil de production, s'arrêtait, je prends le plus grand perdant, c'est l'employé. Donc souvent, il faut aussi regarder les enjeux. Parce que le travail, ce n'est pas seulement sur le plan de revenus financiers, mais le travail aussi, c'est la dignité. J'ai vu pendant cette période, même quand j'ai demandé à mes collaborateurs, parce qu'il fallait qu'on ne soit que 4 au cabinet. Le reste, c'était en télétravail. Je vous assure, c'était souvent difficile pour certains collaborateurs. Pourtant, on n'avait pas de problème de salaire, mais parce qu'ils veulent vraiment travailler. Comme quoi, le travail n'est pas seulement un élément de satisfaction sur le plan matériel ou financier. C'est le fait aussi d'être utile pour l'humanité. Donc, je demanderai aux employés d'être vraiment engagés, d'être professionnels et d'être disciplinés. Alors, Roland Kwémen, on le voit, les entreprises sont menacées. Certaines commencent vraiment à aller vers leur déclin. L'économie camerounaise, dans son ensemble, pour s'en tenir à celle-ci, est menacée, elle est vraiment en péril. Quel est votre avis? Selon vous, comment on pourrait adresser, on sait ce que le gouvernement a fait en termes de mesures qui ont été prises pour accompagner et soutenir les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions qui viendraient du chef d'entreprise que vous êtes et du spécialiste en accompagnement? Moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, il faut peut-être profiter de cette crise et voir la partie opportunité. Et on l'a vu, par exemple, les masques.
on a vu que notre entreprise nationale, SICAM, a eu à produire d'autres partenaires, et même le secteur informel. Donc, ce qui était au départ comme une faiblesse est devenu une opportunité. Mais on a aussi vu qu'il faut pousser vraiment le local content, le Made in Cameroun, le Made in Africa. Pendant 2-3 mois, les frontières étaient fermées, mais l'Afrique a réussi à vivre, à survivre, tout simplement parce qu'on s'est réinventé. Je pense que l'humain, quand il est face à une difficulté, il est obligé d'aller au fond, parce que la dimension matérielle de l'homme ne représente que les 1/8 des capacités. Les 7/8, c'est l'invisible, c'est l'esprit. Et je pense que je vais demander au gouvernement de vraiment pousser l'agenda de local content, parce que voilà, il faudrait davantage qu'on consomme ce qu'on produit et surtout qu'on produit ce qu'on consomme. Donc pour moi, les enjeux ou l'opportunité de cette crise, c'est au niveau de endogéniser notre économie. Et effectivement, la crise offre des opportunités, elle nous permet de nous dévoiler. Et les entreprises et autres entrepreneurs, pour ne pas sombrer totalement, se réorganisent, inventent des choses qui vont être utiles. Des solutions adaptées au contexte, comme les portiques de désinfection de l'Agence universitaire pour l'innovation. Une innovation que nous découvrons dans cet élément que nous propose Anissé Simo, une fois de plus, avec Arnaud Ndal et Brice Fotso. Face à la furie de la pandémie et ses conséquences on ne peut plus désastreuses, les entrepreneurs tiennent la riposte. La maladie star du moment a aussi ouvert le boulevard à une palette d'innovations. Si des pans entiers de l'économie sont au bord du gouffre, la crise est aussi pour certains une opportunité. En réponse à cette situation inédite, des startups et PME locales ont développé des solutions innovantes. Des solutions qui pourraient booster leurs affaires, même après la crise. Dans la fraîcheur d'un matin ordinaire en ce mois de mai, la ville de Tian, à l'ouest du Cameroun, se réveille timidement derrière un nuage de brume. Comme partout ailleurs dans le pays, le vent de la pandémie souffle sur les collines de la cité universitaire. Dans les rues, la présence de quelques citoyens arborant des masques témoigne de l'inquiétude. D'ailleurs, pour quelques habitants rencontrés, la menace est bien réelle et elle ne passe pas sans conséquences. Impact sur le plan économique, ça se vit. Puisque les activités ne tournent plus normalement, le suivi est devenu très difficile. La distanciation sociale impose un nouveau rythme de vie. On ne doit plus s'approcher des uns et des autres comme avant. Je pense que le coronavirus, cette pandémie mondiale, a eu un impact négatif sur dans tous les domaines de l'activité économique à Tian. Moi, je suis un employé de l'université et je remarque que du fait que les étudiants ne soient pas là, marque négativement l'activité. Qu'il s'agisse de l'activité que nous faisons au quotidien, les gens ne viennent même pas au service. Les étudiants n'étant pas là, les motos-taximens, en fait, un impact négatif. Même les gens qui ont contacté des marchés ne parviennent pas à les finir parce que l'État ne paie pas. Nous avons perdu beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, et que nous voulons que l'État camerounais puisse nous aider à trouver un traitement. Je suis fier de toi, et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Loin de l'ambiance des rues et des marchés avec leur lot de plaintes, à l'hôpital de district de la ville, l'heure est au renforcement des barrières de protection. Cet après-midi-là, le centre hospitalier reçoit un don d'une élite de la localité. Soyons solidaires, construisons l'avenir du pays. L'appareil est au centre de toutes les curiosités. Un portique de désinfection pour barrer la route à la propagation du virus. Pour le tester, autorités et visiteurs s'y prêtent à cœur joie. Un soulagement pour les responsables de ce cadre qui comptent bien en faire bon usage. Le personnel entrera sachant que les patients sont
sont presque tous décontaminés, puisque c'est une pathologie qui touche le personnel. Ils seront d'abord rassurés. Tout ce qu'on va faire dedans maintenant, c'est assurer que les gens portent le masque. Pour le personnel, pour le malade et les gardes-malades, vraiment, moi je crois que pour eux, ils seront rassurés que c'est un hôpital que le sénateur a porté très 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 haut dans la prévention contre le Covid. L'œuvre est celle de l'Agence universitaire pour l'innovation, hub d'innovation scientifique, technologique et entrepreneuriale. Ce jour-là, Serge Apoupo, directeur technique de l'agence, est venu apprécier la fonctionnalité de l'appareil. Il en profite pour nous présenter son mécanisme. À chaque fois donc, que quelqu'un se positionne à l'intérieur, ce moteur démarre et pompe donc le produit sur le personnel. Placé à l'entrée d'un service comme ici, l'appareil détecte l'arrivée de l'individu et déclenche automatiquement l'opération de désinfection en ouvrant le robinet ou en produisant du gel hydroalcoolique. Quand on parle de désinfecter, c'est détruire au total les virus. On parle de sanification, ça désinfecte les mains complètement parce qu'on expose. Mais pour le corps, ce n'est pas à 100%. Mais le pourcentage est au moins 70%. On a au moins 70% de bactéries et de virus détruits sur le corps lorsqu'on s'expose à l'intérieur. Au-delà de la crise, l'agence universitaire a une visée plus lointaine. Elle compte bien transformer son portique et l'adapter aux multiples usages sécuritaires, comme nous le renseigne Serge Amel Didjou, le concepteur. On aura des solutions de traitement de plus en plus probantes, mais je pense qu'on va rester, il y a une civilisation post-Covid, on va rester dans la peur d'une mutation du virus, dans la peur de l'apparition d'un nouveau coronavirus. Donc on est là dans quelque chose qui va marquer les esprits durablement. Mais au-delà, le portique, on parle aujourd'hui de la fonction de désinfection. Je pense que c'est une fonction qui ne va plus s'arrêter, au moins au niveau basique. On aura une autre culture de l'hygiène. Mais davantage, le portique a vocation à aller vers la sécurité, à aller vers l'identification. Vous savez, une fois que vous avez fait un portique, avec l'électronique embarquée qui va avec, vous déclenchez la désinfection, vous faites des alertes, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez mettre des détecteurs de métaux, vous pouvez mettre des outils pour la caméra thermique, vous pouvez mettre des outils pour la reconnaissance faciale. À plus de 50 km de là, à Bafoussam, la capitale régionale, nous avons rendez-vous dans les ateliers de l'entreprise. Logés dans ce bâtiment en chantier, les techniciens sont au four et au moulin pour satisfaire diverses commandes. Déjà détenteur de 3 brevets d'invention, ce boulimique du savoir, chercheur depuis 20 ans à l'université de Tchang au Cameroun, a également saisi au rebond la crise sanitaire pour proposer cette autre initiative. À la tête d'une équipe d'ingénieurs, il œuvre tous les jours à la recherche des solutions africaines. Il se trouve que l'Agence universitaire pour l'innovation, qui est un creuset d'universitaires, d'ingénieurs, qui ont décidé de se mettre ensemble pour mutualiser leurs expertises et pour regarder de manière pluridisciplinaire des résultats de la recherche dans le but de mettre sur le marché africain des produits concrets. Il était question de faire de la recherche un vrai vecteur de développement par la mise à disposition des solutions concrètes et adaptées à notre contexte. Dans les ateliers de l'agence, des dizaines de portiques commandés par des entreprises locales sont prêtes pour livraison. Vendu entre 800 000 francs CFA pour le portique classique et 2 millions de francs CFA pour la formule tunnel, l'appareil qui fonctionne également grâce au solaire est de plus en plus sollicité par des entreprises du pays. Depuis le début de la pandémie sur le continent, les jeunes Africains, particulièrement les start-upers, se sont montrés très imaginatifs pour pallier certaines carences des systèmes de santé.
Ainsi, visières, respirateurs et applications sont développés ici et là pour soigner ou prévenir la maladie. Une véritable aubaine pour nombre d'entrepreneurs qui, face à la menace invisible, ont su déceler des opportunités d'affaires. On parlait d'innovation et d'adaptation et même de l'ingéniosité des jeunes Camerounais ou des Camerounais en général face à la pandémie avec des réponses locales. C'est le cas de Serge Armel Didjou avec ce portique de désinfection. Quand vous voyez cette description, j'ose pas dire ce portrait qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que cela vous inspire, Roland Koumen? Déjà, c'est mon camarade de classe. D'accord. Donc on a fait l'université ensemble, extrêmement brillant, donc je dirais encore chapeau. Mais c'est l'exemple que l'innovation doit être au service du développement. Et que, moi, je dis, pour les jeunes que j'accompagne, je dis toujours, si vous voulez inventer, vous voulez créer, vous voulez innover, il est important d'être d'abord curieux, d'observer son environnement et regarder les défis auxquels l'environnement fait face et apporter des solutions. Maintenant, l'innovation, la différence entre créativité et innovation, c'est que la créativité est beaucoup plus artistique, alors que l'innovation a une finalité commerciale. Et effectivement, le portique de Serge Didjou est opérationnel. Alors, Roland Koumen, dans un de vos webinaires, je dois dire que donc, dans cette adaptation, le cabinet Go Ahead Africa développe différentes thématiques et vous-même, vous soulevez déjà la problématique liée à l'innovation. Elle ne doit pas simplement être scientifique ou technologique. Tout à fait. Il y a une innovation managériale, conceptuelle à différents niveaux. Quand on parle d'innovation, ce qui vient à l'esprit, c'est la technologie. Et la preuve, le reportage, ça, c'est la technologie. Mais l'innovation ne s'arrête pas. On peut faire une innovation au niveau du process. On peut même innover sur le plan commercial. On peut innover sur le plan des RH. On peut innover dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est faire différemment des choses. C'est-à-dire ce qu'on faisait hier. L'innovation, même, c'est apprendre de ses erreurs. L'innovation, c'est parce qu'il y a plusieurs types d'innovation. Il y a l'innovation continue, qui est tout un process, améliorer ce qui existe. Il y a l'innovation adjacente, c'est-à-dire à côté de ce qu'on faisait déjà, développer quelque chose de nouveau, mais il y a aussi l'innovation de rupture. C'est-à-dire, et pour beaucoup d'entreprises dans le cadre de cette crise, il y a des changements radicaux qui s'imposent. Et peut-être je peux rapidement, si tu me permets, de dire, parce qu'ils vont toujours, mais comment le faire? C'est de se poser 3 questions. C'est qu'est-ce que je cesse de faire? Qu'est-ce que j'élimine en tant qu'entreprise? C'est je dois cesser de faire pour pouvoir survivre. Il faut éliminer. Ensuite, qu'est-ce que je dois améliorer? 3 choses que je dois améliorer. C'est je fais déjà, mais je dois augmenter la qualité. Mais enfin, qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je n'ai jamais fait et que je dois faire si je veux m'en sortir? Donc, éliminer, améliorer et créer. Si vous allez au niveau de ces 3 piliers, en tant qu'organisation, vous verrez que vous pourrez vous en sortir. Merci Roland Koumen, parce que j'allais vous demander si la réadaptation appelle seulement des changements avec une transformation digitale. Mais vous venez bien de montrer que face à la crise à coronavirus, plusieurs transformations sont possibles. Et la crise apparaît donc de fait non plus comme une menace simplement, on vient de le voir, mais comme une source d'opportunité. Elle a des vertus pour notre environnement et pour notre économie. La crise a des vertus pour une simple raison, c'est que dans l'histoire et le parcours d'une entreprise, il y a 4 phases. Il y a la phase où on est dans le confort, la zone de confort. Toute entreprise, même le cabinet Go Ahead Africa, nous étions dans le confort parce que chaque semaine, on avait 2 séminaires. Donc, on était bookés jusqu'en juillet. Donc, du coup, on était satisfait, le business marchait, on était dans la zone de confort. La crise, la prochaine étape, c'est aller dans la zone de peur. Quand la crise Covid arrive, première réaction, panique, parce que c'est l'inconnu. Personne n'a la maîtrise de ce que ça va donner. Et dans la peur, il faut vite quitter la peur pour aller dans la 3e zone, qui est la zone d'apprentissage. C'est-à-dire, quelles leçons on tire de cette crise? Quelles compétences nouvelles on a besoin pour pouvoir s'en sortir? Et quand on a fini d'apprendre, on passe maintenant à la 4e phase qui nous intéresse et qui est, je pense, l'objet de cette émission, c'est la croissance, l'innovation, la créativité. C'est-à-dire il faut réinventer le futur. Ce que les anglo-saxons ont appelé abnormal, the new normal. C'est-à-dire la normale qui devient la nouvelle norme. La nouvelle norme. Oui. Le piège où il ne faut pas tomber, c'est que, et là j'ai dit à tous les clients, et on s'est dit on va prendre des mesures provisoires en attendant. Or, c'est dangereux. Parce que quand le provisoire devient définitif,
c'est la catastrophe. Donc du coup, même dans les mesures provisoires, battez-vous pour être professionnel, gardez la rigueur, mais surtout la compétence. Alors, Roland Comen, vous accompagnez des entreprises au quotidien, en tout cas de façon régulière, à travers des ateliers et autres forums d'animation, d'accompagnement, pour les aider à s'adapter, à faire face, à améliorer leur performance au regard de la crise actuelle. Ce qui certainement vous donne la possibilité aussi de partager avec nous les faiblesses de notre environnement, au plan de la gestion des ressources humaines et de la productivité des entreprises. Qu'est-ce que vous avez observé et qu'on devrait donc corriger? Et vous disiez, bien au-delà de la crise, quelles mesures doivent rester? Je pense qu'en termes de performance, il y a 3 types de performances pour toute entreprise. Il y a la performance économique, dont la rentabilité. Et on a vu qu'à peu près 80 à 85% de l'économie de la plupart des pays africains, c'est l'informel. Or, l'informel, c'est au jour le jour. Donc, dès que la crise est arrivée, on n'avait pas un cash flow. On ne pouvait pas tenir 1 mois, 2 mois. J'ai vu des amis entrepreneurs depuis 10 ans te dire 1 mois après qu'ils ne pouvaient pas payer les salaires. Ça veut dire que ces entreprises ont des challenges sur le plan financier. Donc, en termes de performance économique, elles ne sont pas performantes. Deuxième type de performance, c'est la performance sociale. Et on a vu des chefs d'entreprise mettre des employés dehors 1 mois après. Ce n'est pas la mauvaise foi. Ça veut dire qu'il y a un souci. Il aurait fallu s'asseoir avec les collaborateurs, discuter avec eux et trouver un consensus. Ce n'est pas forcément mettre tout le monde dehors. Parce que, et j'ai dit, la finalité de l'entreprise n'est pas seulement le profit, mais la finalité aussi est une finalité sociale. Et enfin, il y a la performance organisationnelle. On a vu qu'effectivement, il a fallu une petite toux que les choses. Donc, ça veut dire que la plupart d'entreprises ne sont pas structurées et organisées telles qu'elles peuvent être pérennes. Et cette secousse a vraiment emporté beaucoup plus les PME. Et quand on discutait, je sais, tu as beaucoup parlé de la digitalisation, mais je vois un autre pilier qui peut beaucoup sauver les entreprises, c'est le QHSE. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Si on le met, vraiment, vous êtes tranquille. Et la plupart d'entreprises qui ont réussi à ne pas vraiment être secouées de façon impactante, c'est parce qu'ils étaient déjà dans cette démarche. Mais graduellement, Roland Comen, après les entreprises, prises individuellement, oui, les entreprises dans le tissu économique, ouais. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui à l'ensemble des acteurs de l'économie nationale? On a 3 acteurs majeurs au niveau de l'économie nationale. On a le gouvernement, souvent on oublie souvent, le gouvernement est le premier acteur économique, le premier acteur même économique. Dans le gouvernement, on a le patronat, le monde des affaires, et puis on a les organisations de la société civile. Le gouvernement a pris un ensemble de mesures, mais je vais conseiller qu'il y ait par exemple des assises plus fortes, plus importantes et beaucoup plus de dialogue entre le secteur privé et le secteur public pour pouvoir parler le même langage. Donc il ne suffit pas d'avoir une vision, le gouvernement là, mais il faut inspirer la confiance et afin que cette vision devienne une vision commune et partagée et ensuite passer à l'action. Donc c'est la collaboration gouvernement, patronat, société civile qui va permettre aux États de faire face de façon vraiment responsable et efficace à cette crise. Roland Comen, merci pour toutes ces explications et pour le partage de votre analyse et de vos connaissances sur l'accompagnement des entreprises en matière de management et de leadership. Vous êtes un expert en la matière. Je n'ose pas vous présenter dans cette édition. On prendrait quelques minutes pour cela. Les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir sont certainement sortis plus édifiés et encore mieux inspirés dans le cadre de la riposte liée au coronavirus. Rappelons toutefois que l'essentiel, c'est le respect d'abord à la base des mesures barrières. Portez le masque lorsque vous êtes dans un espace public. Lavez régulièrement les mains à l'aide de l'eau coulante ou un gel hydroalcoolique. La distance physique et sociale reste de mise. Merci coach d'être venu de Douala pour Yaoundé. Et j'espère que c'était un entretien tout aussi instructif pour vous. Dans tous les cas, les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de croître. Merci Roland Comen, merci Anissé Simo qui a encadré la rédaction. Alain Kouam a conduit ici l'équipe technique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le magazine de l'économie actuelle. Rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Bonsoir.
Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.